Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence autour de la course au large face aux enjeux de sécurité, de santé et de performance des skippers. Le titre est assez institutionnel, on va dire, et le sujet est passionnant, parce qu'on va creuser des paramètres que les marins creusent assez peu finalement. Ils font du sport, ils se préparent beaucoup, mais est-ce qu'ils optimisent les paramètres de la performance humaine en course? On va voir que ce n'est pas complètement le cas, en tout cas que ça a été peu travaillé, et ça va être le sujet de la conférence d'aujourd'hui, qui est donc accueilli et parrainé par le groupe Apicil, qui est le partenaire titre de Damien Séguin, qui est juste là, et le skipper de l'IMOCA groupe Apicil. Apicil, qui est le 3e groupe de prévoyance français, quand même, pour présenter. Son directeur général adjoint nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais pour vous accueillir, je vais demander à Candice Crépeau, sans plus tarder, de venir introduire cette conférence. Le mot d'accueil, puisque Candice est la cofondatrice du défi Azimut. Bonjour à tous. Alors j'ai préparé un petit mot. Je ne suis pas douée pour faire des discours sans papier. Alors c'est avec un immense plaisir que nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 14e édition du défi Azimut, Lorient Agglomération. Chaque année, cet événement prend de l'ampleur au niveau et continue d'élever en fait les échanges, les idées, les avis grâce à toutes ces conférences. On fait très attention au sujet justement, et l'objectif c'est que ça bouillonne et qu'il y ait des actions qui soient menées à la suite de ces conférences. Donc un grand merci à Apicil pour le sujet qui est passionnant et que l'on va suivre nous également de très près. Je vous invite donc à tirer le meilleur de cet après-midi, à favoriser les échanges, et puis que cette 14e édition vous laisse un bon souvenir. Et puis n'hésitez pas d'aller voir les bateaux sur les pontons et suivre la course sur la Carto et aller voir les skippers. Voilà, un grand merci à vous. Merci Candice. Sans plus attendre, je vais demander à nos invités et aux participants de la table ronde de venir me rejoindre sur scène. On va commencer par Bénédicte Charez, qui est là. Bonjour Bénédicte, venez, installez-vous, qui est ingénieure biomédicale, navigatrice elle-même. Elle a participé, entre autres, à des étapes de The Ocean Race. Assieds-toi là, où tu veux. Et elle porte le projet de programme scientifique de performance humaine qui est mené en partenariat avec l'IMOCA et l'Université de Caen-Normandie. Ensuite, je vais demander forcément à Damien Séguin, qui s'est blessé exprès, qui s'est fait mal exprès pour pouvoir appliquer à la lettre les thèmes du jour. Salut Damien. Je vais demander ensuite à Thomas Perrin, le directeur général adjoint du groupe Apicil, de nous rejoindre. Et enfin à Jean-Marc Legac, bien connu de nos services, qui est médecin et coordinateur médical du Centre de Simulation en Santé de Bretagne Sud, le B3S, au groupe hospitalier de Bretagne Sud, le GHBS. Bienvenue dans le royaume des acronymes, et qui est impliqué depuis longtemps dans le suivi des marins en course. J'en profite, désolé, j'en profite pour souligner le soutien de la clinique du Terre, qui s'occupe en particulier du team Apicil, la clinique du Terre qui fait partie du groupe hospitalier de Bretagne Sud, et dont le pôle sport santé soutient l'équipe en mettant un grand nombre de professionnels à disposition de l'équipe, et qui s'occupe notamment de la préparation de Damien. Alors, je vais pouvoir m'asseoir. On va commencer, alors c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, le titre est à la fois mystérieux, peut-être un petit peu institutionnel, mais en fait il recouvre beaucoup de sujets absolument passionnants. Je vais demander en fait très simplement à nos hôtes, en fait, Damien et Thomas, un petit peu qu'est-ce qui vous a donné l'idée de traiter de ce thème-là. Peut-être on va commencer par Thomas, puisque c'est la marque majeure du jour. Et puis après, on verra avec toi, tu vas nous faire des récits nautiques un peu effrayants pour bien mettre un peu d'ambiance. Mais Thomas, qu'est-ce qui fait qu'une marque comme la vôtre, qu'un groupe comme la vôtre, 3e groupe de prévoyance français, comme je l'indiquais, s'intéresse à ce type de sujet? Après tout, vous avez sans doute qu'un seul client qui est skipper sur le Vendée Globe, ou qu'un seul sociétaire, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas s'il paye lui-même ses cotisations. J'espère. Voilà. On est peut-être un peu éloigné, en tout cas sur la forme, on est peut-être un peu éloigné de vos préoccupations du quotidien. Qu'est-ce qui fait que vous vous intéressez à un sujet comme celui-là aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Alors parlez bien fort, parce qu'on enregistre. Ce qui nous rejoint, c'est les mots santé et performance. Nous, comme vous l'avez dit, on a un groupe de protection sociale, donc on s'occupe surtout de l'assurance santé, prévoyance, épargne, retraite de nos clients, qui sont majoritairement des entreprises. Mais on a un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est le lien entre santé et performance, parce que nos clients entreprises
la performance d'un corps social qui est une entreprise, elle rejaillit sur la santé de ses collaborateurs et vice-versa. Et donc quand Damien et l'équipe nous a proposé ce sujet, on se dit c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait le lien entre la santé et la performance? S'il y en a une qui est dégradée, ben, l'autre va être dégradée et vice-versa. Et donc comment on fait pour optimiser le mieux ce couple-là? Donc ça, c'est la thématique générale qui nous a amené. Et puis second sujet, ben, on a un groupe d'assurance santé. On investit énormément dans le domaine du mécénat social. On essaye d'éveiller à un certain nombre de causes, de sujets de société. Nous, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer à la fin. Mes administrateurs me disent juste, vous êtes là pour faire le bien de la société. Et donc, quand on peut pointer du doigt des sujets ou les mettre en exergue et être un peu instigateur de ce type d'initiative, on est assez prenant. On ne sait pas jusqu'où ça peut nous emmener. Peut-être que ça va, on en reparlera, ça peut déboucher sur des leçons, hein, des choses qui pourraient nous amener à en savoir plus sur les hommes, les bateaux, voire sur la santé en général. Peut-être que ça amènera une conséquence à long terme sur notre business, mais ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, clairement. Très bien, on verra avec Jean-Marc tout à l'heure qu'effectivement, au bout du bout, on verra que ça peut avoir de l'intérêt pour les enjeux de santé publique. Damien, au cours de cette conf, on va présenter un projet très particulier qui est celui de capteur biométrique, et puis on va parler aussi de ton projet. Avant, je voudrais que tu nous dises un petit peu à quel point ce que c'est que la vie sur un IMOCA, parce que c'est ça dont on va parler, hein, sur le fond. C'est quoi la vie sur un IMOCA et comment elle a changé depuis quelques années? Et comment, je vais raconter une petite anecdote personnelle, j'ai eu la chance d'enregistrer des podcasts à l'arrivée de la course retour de la Transat Jacques Vabre, qui s'appelle Retour à la base, où j'ai pas eu beaucoup de travail à faire. On vous avait réuni le lendemain de vos arrivées, 3 coureurs et coureuses par triplette, quoi, en ouvrant le micro, et vous avez raconté la vie quotidienne sur les bateaux. Je pense comme vous l'aviez assez peu raconté, peut-être comme vous l'aviez assez peu vécu, mais toi en particulier, tu en as fait un récit apocalyptique, quoi, enfin très très dur. On ne peut pas manger, on ne peut pas dormir, on ne peut pas aller aux toilettes, difficile de boire, on se fait mal, il y a eu des traumatismes crâniens. Donc on a l'impression qu'il y a eu une prise de conscience ces derniers mois, et singulièrement sur cette course, que la santé des marins, c'était pas le même sujet que d'habitude. Là, le dossier s'alourdit considérablement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement cette phase-là, cette prise de conscience-là, sans, je ne vais pas faire peur à l'audience, mais tu nous avais secoué quand même. Oui, bonjour à tous. C'est vrai qu'en fait, on passe notre temps dans ce sport, c'est un sport mécanique, hein, on navigue sur des bateaux extraordinaires, mais on passe notre temps à essayer d'améliorer nos machines, qu'elles aillent de plus en plus vite sur l'eau. Et on oublie assez peu la façon dont finalement un skipper tout seul sur un bateau va réussir à vivre et des fois même à survivre à l'échelle de grandes courses. Et c'est vrai qu'il a fallu l'arrivée des grandes foils et des courses aussi difficiles que le retour à la base, qui pourtant a été une course express. Hein. On a traversé l'Atlantique en un tout petit peu plus de 8 jours. Et quand on a vu l'état dans lequel sont arrivés les différents skippers, on s'est posé des questions. On a commencé effectivement à raconter un petit peu ce qu'on avait vécu. Et puis voilà, tous les discours convergeaient un petit peu sur cette difficulté à encaisser les chocs sur le bateau, à encaisser le bruit, effectivement, et à se nourrir pour certains, etc. Donc à force d'en parler, forcément, il a fallu... On s'est dit comment on trouve un petit peu des solutions pour que ce soit un petit peu plus vivable. Et puis, quand les gens nous posent des questions, mais comment vous faites sur votre bateau? Généralement, on avait du mal à répondre. Et on dépeignait un tableau qui n'était pas forcément très sympa. Et voilà, donc dans tout ça, l'idée, c'est à un moment donné de donner une réalité aux choses aussi, de mettre des chiffres sur nos ressentis, etc. Donc d'objectiver un petit peu tout ça pour savoir effectivement comment on améliorait notre vie à bord quotidiennement, quoi. Alors on va le décrire précisément, hein, le projet en question, mais je voudrais juste que tu nous confirmes que le tableau que tu dépeins, et que tu ne l'as pas dépeint, c'est moi qui l'ai dépeint, hein, tu l'as pas dépeint. Est-ce que ce tableau il s'est dégradé quand même avec la perf des bateaux qui vont de plus en plus vite, les grands foils dont tu parlais, et aussi votre niveau d'engagement? La compétition est probablement encore plus intense qu'avant, et donc du coup, il n'est pas question de ralentir. Non, clairement, on a fait progresser nos bateaux de manière incroyable. Il y a eu l'arrivée des grands foils. On a aussi des calendriers qui se sont bien remplis entre les différents Vendée Globe. Donc maintenant, on navigue quasiment toute l'année. En tout cas, on a des courses importantes à la fin de chaque année.
Donc ça a amené un rythme quand même assez imposant. Et voilà, et des bateaux qui vont de plus en plus vite. Et on a oublié un petit peu le facteur humain au milieu de tout ça. C'est-à-dire que pour mener des machines comme ça à fond sur les océans, de rien, il faut qu'il y ait un skipper à bord. Il faut que le skipper aussi il tienne le choc. Et on avait un peu tendance à l'oublier dans tout le circuit, d'ailleurs, de la réflexion autour du bateau jusqu'à sa conception. Et on a vu des choses un petit peu aberrantes sur certains bateaux. Alors, moi, je vais le redire. Toi, tu nous as raconté à l'arrivée de Retour à la base que tu n'arrivais pas à dormir et que tu dormais attaché parce que tu avais peur de valdinguer. Donc tu n'avais pas de dispositif spécifique pour dormir. Et maintenant, tu as fait évoluer ton bateau pour arriver à suivre le rythme de ton bateau. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pris un gros vol plané pendant une nuit. Donc, le retour là-bas, c'était essentiellement du portant dans la brise. Et ouais, si je raconte cette nuit-là, ça va pas vous faire rêver, mais ça va vous donner un petit peu la réalité des choses. Voilà, de toute façon, il faut bien qu'on arrive à se reposer. Donc, je me mets dans ma banette, les pieds en avant, comme on fait tout le temps sur un bateau. C'est-à-dire que moi, si le bateau plante, c'est les pieds qui viennent taper sur la cloison. Donc, je m'installe comme ça et j'ai du mal un petit peu à trouver le sommeil. Mais à un moment donné, j'entends mon bateau qui commence à siffler de partout. Et je me dis, si ça siffle comme ça, c'est que je suis pas loin des 30 nœuds. Et puis forcément, la vague d'en face, je me suis arrêté dedans et j'ai volé dans le bateau. Je crois que j'ai fait quasiment 3,50 m en vol plané. J'ai fait un saut périlleux pour arriver la tête dans la cloison avec un sac de matossage de 20 kg qui lui avait aussi traversé le bateau. Et voilà, j'ai vu un éclair passer devant mes yeux et j'ai mis, je pense, un quart d'heure à me relever. Avec heureusement pas de séquelles, c'est-à-dire la tête n'avait pas tapé dans le bateau, mais j'avais des bleus de partout. Et voilà. Et donc les nuits d'après, clairement, j'avais vraiment du mal à aller me coucher, à me dire que j'allais me reposer. Donc le seul moyen que j'ai trouvé, c'était de me sangler dans ma vanette pour retrouver un quart d'heure ou 20 minutes de sommeil. Donc raconter comme ça fait pas rêver, c'est sûr. Surtout que je pense que je suis pas passé loin de la catastrophe. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Donc quand on est revenu, il a fallu qu'avec l'équipe, on débriefe de tout ça et qu'on trouve comment, déjà, au niveau matériel, on aménageait l'intérieur du bateau pour éviter d'avoir ce type de problème. Donc il y a un travail sur l'ergonomie qui a été mené. Ça a été la grande thématique. Tous les marins, en décembre, là, ils nous ont dit oui, on va faire un gros chantier d'ergonomie. Au final, je ne sais pas si ça a été des gros chantiers, mais toi, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aménagement du bateau pour te protéger et pour optimiser la performance humaine, comme on va le voir? Certains mettent des filets, par exemple. Je pensais à ça quand tu racontais que tu valdinguais. Certains mettent des filets pour être récupérés en cas de projection. C'est sûr qu'on ne pourra jamais, en tout cas, on ne pourra pas empêcher nos bateaux d'aller vite sur l'eau parce qu'on fait la compétition, donc on essaye d'aller le plus vite possible sur l'eau. Avec les foils actuels, on ne pourra pas empêcher nos bateaux de planter, donc d'avoir des grosses décélérations. C'est quand même un bateau de 10 tonnes qui va passer des fois de 35 nœuds à 12 nœuds, donc c'est énormément d'énergie cinétique à bord. Donc voilà, c'est comment nous, on essaie de voler le moins loin possible à l'intérieur de nos bateaux. Donc on porte des casques, généralement un casque de rugby maintenant, quand on est à l'intérieur. On met des filets pour essayer de voler sur moins de 3 mètres, de ne pas prendre trop de vitesse. Je pense qu'on a tous maintenant des tables à 4 retournées, donc on est dos à la route pour être plaqué au siège et plus envoyé en avant. Et pour certains, on dort sanglé dans la banette. Enfin bon, voilà, on a des aménagements comme ça. Et donc ça, c'est que pour la partie, je veux dire, quand on vole, la prévention du vol, on va dire ça. Et puis voilà, on fait attention, mais à un moment donné, c'est vrai que il faut qu'on trouve des choses annexes parce que pour nous, ralentir nos bateaux pour se sentir plus safe, c'est rarement une option. Je voudrais avoir un petit peu le regard de Jean-Marc Legac qui suit des marins depuis très très longtemps. Jean-Marc, tu l'as senti monter cette thématique de comment est-ce qu'on préserve le bonhomme tandis que la courbe de performance du matériel ne cessait de progresser. On a beaucoup entendu les médecins raconter qu'aujourd'hui, les pathologies sur les bateaux de course ressemblaient au début à des accidents de moto, puis après à des accidents de voiture. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu as senti monter cet enjeu-là? Sur l'Orient, on s'occupe de la formation de ces marins, parce qu'ils partent en course. Alors on s'occupe quand même des facteurs humains. La course l'impose. Il faut qu'ils aient une pharmacie. Il faut qu'ils sachent faire des soins d'urgence. Mais on a une limite, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il vole, il se fend la tête, il est dans le coma, j'ai beau lui former à tout ce que je veux, il n'aura pas ce qu'il faut nécessaire. Et il ne faut pas qu'on soit caution au grand n'importe quoi. Et du coup, on échange avec eux
pour essayer d'adapter les savoirs qu'on leur apprend et puis pour utiliser le matériel nécessaire pour effectivement faire face. Et effectivement, ils nous racontent leurs histoires. Et c'est vrai que quand le projet s'est lancé, nous, on est... c'est compliqué, hein, en contact radio, essayer de proposer, va dans la trousse, chercher... Je préfère qu'il n'ait pas à faire de point de suture et donc intervenir avant. Donc très bien, l'ergonomie, hein, on met des ceintures de sécurité dans les voitures, il y a des airbags dans certains sports, hein, rugby et compagnie, et donc on se dit, ça serait bien, ils y viennent spontanément. Quand il y a eu des points de suture une fois, maintenant ils mettent tous des casques, enfin une grande partie. Celui qui n'en a pas mis, il va en mettre un rapidement après. Donc il y a tout ce travail-là qui se fait, et puis effectivement, la prévention, c'est peut-être, si je suis fatigué, je ne fais pas la même chose que si je ne suis pas fatigué. Et c'est vrai, quand on discute, alors moi je ne suis pas marin, amateur, de temps en temps on monte sur ces bateaux, donc on a un regard, effectivement, on voit les choses. On dit, tiens, ce boot qui est là, ce winch qui est là, cette colonne, s'il y a une décélération brutale, quelqu'un va la rencontrer, donc forcément il y aura des lésions, donc on fait cette analyse des risques et on le voit. Il y a ça, et puis il y a aussi le parallèle intéressant avec ce qu'on vit à terre. Moi, je suis médecin urgentiste, alors j'ai arrêté, parce que aussi, à un moment, il faut savoir s'arrêter, c'est important. Donc maintenant, je suis plus dans la formation, mais il y a le parallèle, manque de sommeil, des responsabilités fortes, le stress, il faut agir, et puis surtout, il faut tenir. Et sur ces courses-là, enfin, nous, c'est celles qui nous font le plus peur, parce qu'elles sont très longues. J'ai suivi, et je continue à suivre quelques skippers, c'est vrai que c'est pas du trail, c'est pas de la Ironman, hein, vous avez vu le nombre de jours, les conditions de vie, donc c'est vrai qu'on essaye d'être à l'écoute. Et ici, c'est quand même un vivier extraordinaire, parce qu'on a plein d'histoires, on essaye de les agréger, avec de temps en temps des chercheurs, avec des idées pour essayer de trouver les outils. Donc oui, on a vu, on voit monter, on a les histoires. L'épidémiologie, malheureusement, la course au large en France est un petit peu secrète. Il y a pas mal de communication dans les pays étrangers. America Cup, là, ils sont tous à fond, il y a des papiers, mais on a des choses. La commission médicale de la Fédération française de voile, avec Laure Jacolot, ils colligent des choses, et forcément, on en parle. Mais on essaie de ne pas leur faire trop peur non plus pour trouver les solutions, mais de temps en temps, oui, il y a de la grosse traumatologie, hein, il y a des belles coupures. Bon, ça date maintenant, mais déjà, la fracture de Yann Elias qui commence à être, je l'ai croisé tout à l'heure, qui est âgé, mais c'est des trucs, ça ne se voyait pas ça, dans la course. Oui, sur le retour à la base, hein, il y a eu deux traumatismes crâniens très importants, hein, Romain Athanasio et puis Sébastien Simon, qui a porté une minerve pendant de longs mois après, qui a été opéré des cervicales, je crois, c'est ça, hein, je parle sous ton contrôle, et qui, alors qu'il était blessé, a rematé, a fait un gréement de fortune parce qu'il a dématé à quelques milles de l'arrivée. Voilà, c'est quand même pas fait tout à fait du même bois que nous. Oui. Et puis la tête, hein, parce que la confrontation au stress en permanence, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on va y venir justement dans toute la partie optimisation de la performance humaine. Je voudrais juste qu'on attaque le cœur de la description du dispositif, les fameux capteurs biométriques. Et ensuite, Bérénice, on verra ton projet qui est parallèle, qui est complémentaire aussi. Damien, est-ce que tu peux nous raconter donc, quel est ce projet? Tu vas être, ton bateau et toi, allez être équipés de ce qu'on appelle les capteurs biométriques, c'est-à-dire que vous allez mesurer en permanence un certain nombre d'indicateurs qui vont être transmis, c'est une caractéristique majeure du dispositif, qui vont être transmis pour une partie d'entre eux en direct à terre. Oui, l'idée, c'était effectivement, ce que je disais un petit peu au début, c'était de mettre des chiffres un petit peu sur nos ressentis, et puis de pas se baser uniquement sur ce qu'on est capable de raconter en tout cas à la fin de nos courses, en disant bah oui c'était dur, oui il y avait du bruit, oui j'ai des acouphènes pendant X temps après l'arrivée, mais c'est de dire bah, pourquoi on a ces traumatismes-là et qu'est-ce que c'est la réalité de la vie à bord. On a toujours du mal à le raconter, c'est toujours soit un petit peu tabou, soit un petit peu trop derrière nous, et voilà, donc mettre des chiffres sur les ressentis, ça fait toujours du bien. Ça donne vraiment la réalité des choses. Donc c'est ça, en fait, le projet, il part de là, et pour aussi amener au public cette donnée supplémentaire. Aujourd'hui, quand vous suivez une course sur de la cartographie, déjà c'est sur de la cartographie parce qu'on est bien loin de vos yeux, et puis sur la carto, vous allez avoir des données de vent, et éventuellement un petit peu de données de mer, mais c'est tout, quoi. Donc vous ne savez pas réellement la température qu'il fait à l'extérieur, pas celle qu'il y a dans le bateau. Quand on dit oui, ça tape fort dans le bateau, ben, c'est combien de décibels, pendant combien de temps, et au final, voilà, tout ça, voilà, quand on fait un effort, ben, jusqu'où monte notre cœur, par exemple, est-ce que c'est très explosif ou est-ce que c'est progressif? Donc il y a énormément de données sur lesquelles, comme ça, on va pouvoir capitaliser pour donner une réalité des choses. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'il y a un traitement de cette information
pour dire, voilà, voilà, par exemple, là, Damien, ça fait X heures qu'il n'a pas dormi, donc c'est un peu normal qu'il soit stressé, ou alors peut-être qu'il a trop dormi, on verra, mais ça m'étonnerait. C'est une hypothèse. On peut toujours rêver. Mais voilà, c'est en fait... Et puis au final, s'il y a certains traumatismes qui arrivent à un moment, ça peut être, je parlais des acouphènes tout à l'heure, on peut le mettre en relation effectivement avec ce qu'on a vécu à bord. Si par exemple, je suis un peu en hypothermie, pourquoi peut-être qu'il fait trop froid dans le bateau, et peut-être que je mange pas assez aussi, ou que je m'hydrate pas assez. Donc l'idée c'est ça, c'est de mettre en fait la réalité par rapport à notre ressenti et à nos conditions de vie à bord. Donc c'est très intéressant, et je pense que ça va nous faire progresser aussi dans l'approche de notre sport, parce que clairement, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est on fait progresser nos bateaux, on apporte un soin incroyable en termes d'heures passées à optimiser nos bateaux, à les chouchouter, etc. Mais au final, on s'intéresse peu à la façon dont vit le skipper à bord, quoi. On va voir ça avec Bérénice, parce qu'effectivement, c'est vraiment un sujet assez majeur. Alors, tu travailles avec Jean-Marc Legac sur ce projet. Jean-Marc, est-ce que tu peux nous décrire tous les capteurs et est-ce que vous allez mesurer? Donc, on a déjà eu quelques indicateurs. Est-ce que tu peux peut-être nous lister rapidement tout ce qu'il y a? Donc, on va mesurer le bruit. Oui, alors ça, c'est le capteur bateau. Voilà, vitesse, donc il y a des capteurs bruit, bateau et des capteurs humains. voilà. Voilà. On peut effectivement l'humidité, la température du bateau. Après, moi, ça, c'est leur boulot. Hein. Moi, plutôt les capteurs humains. Oui, mais tu m'as expliqué quand même que quand il y avait beaucoup de bruit, ça avait un impact sur la psychologie du marin. Donc, ils ont un peu de mal à dormir déjà. Enfin, le bruit, ça. Puis même nous, hein, quand il y a du bruit, il faut les bouquets. Si tu as du mal à dormir, si tu dors pas bien, tu es un peu énervé. Hein. Il ne faut pas t'embêter le lendemain. Mais quand tu es en performance, tu es tout seul. Donc là, c'est le bateau et ta performance. Donc oui, il y a tout ça. Qui est intéressant de mesurer. Alors là, on n'est plus sur la prévention, c'est-à-dire peut-être faire un audiogramme avant, après, et de se dire, ils font des bouchons d'oreille et compagnie, mais peut-être travailler sur l'ergonomie du bateau. On est un peu sur l'ergonomie toujours. Après, qu'est-ce qu'on mesure? Je sais pas. Ça vous arrive d'aller chez le docteur de temps en temps, hein, on tend le bras, tension, pouls, est-ce que vous faites pipi, analyse d'urine. Donc toutes ces choses-là qui sont des éléments qui permettent de voir le fonctionnement normal du corps humain. Après, on peut aller un peu plus loin, mais Bérénice vous en parlera de façon plus scientifique. Il y a effectivement tout ce qui est les tests pour savoir un petit peu comment on est vigilant, les tests pour savoir comment est le sommeil. Alors ça peut se faire de façon automatique, hein, il y a des outils maintenant. Beaucoup ont des montres connectées, on voit plein de trucs qui s'allument. Tiens, j'ai mon pouls, attends. Et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Ça sera aussi la solution. On a un souci parce que Damien, il est très sympathique. Il dit ouais, on va faire les biocapteurs. Il y en a beaucoup qui. Qu'est-ce qui se passe pendant? Maintenant, il faut que ça soit faisable et que ça soit accepté. Hein. Donc, on a travaillé avec Jean-Philippe la méthode SMART, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas trop de choses, que ça soit pertinent. Et là, on est un petit peu à la pêche. Alors, on s'occupe des autres sports. Hein. Il y a des sportifs qui se mesurent beaucoup. Eux, s'ils rentrent à la maison le soir, ils peuvent regarder. Ils ont une équipe qui va analyser. Il y a un médecin qui est là en permanence. Hein. Des sports où on gagne beaucoup d'argent, en particulier parce que ça coûte cher. Le joueur, il faut qu'il soit performant. Donc, qu'est-ce que nous, on va pouvoir proposer aux skippers pour que ça aboutisse à quelque chose? Donc, il nous faut des petits trucs simples. La température, c'est intéressant. L'oxymètre de pouls, c'est-à-dire l'oxygénation qu'on a dans son... Il y a des mondes qui font ça très bien, mais on a des petits outils faciles. On peut, effectivement, la diurèse, c'est-à-dire combien de fois je fais pipi, la couleur de mes urines. La nourriture, combien il va consommer, une estimation de combien il a dépensé. Est-ce que c'est adéquat? On fait souvent des mesures avant, après course. On a toujours fait ça. Alors, il maigrit. Oui, mais pourquoi? Comment il maigrit pas? Comment il garde effectivement ce qu'il faut en masse grasse, en masse maigre pour être efficace. Donc il y a toutes ces choses-là. On est encore en train de réfléchir parce que des capteurs, on en mettrait partout. J'ai discuté hier avec Thomas Ruyant, là, parce qu'on lui a mis des capteurs. Il ne faut pas que le gars, au bout de 3 jours, il dise ton capteur fait chier, quoi, je l'enlève. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire aussi à bord. Il faut qu'ils gagnent les courses. Il faut qu'ils soient performants, mais par rapport donc, aussi au trajet. Il faut que le capteur soit acceptable voilà. Et que la contrainte ne soit pas trop donc, importante. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on aime bien Bérénice, les idées de Bérénice, parce que c'est un peu sa spécialité. Donc on va essayer de mesurer tout ça. Et comme je te disais, aussi des choses qu'on peut faire chacun. On travaille là-dessus, hein, même en termes de management au niveau du travail. Est-ce que je me sens bien? Comment? Est-ce que ça va bien? Parce que si ça va bien au travail, on est plus performant. L'entreprise aussi, le marin, c'est un peu pareil. Donc là, on est plus sur du subjectif avec des échelles qui ont été validées hein, pour la NASA, enfin, sur pas mal de milieux isolés. Et donc, on va choisir, on va trier, on va faire des essais avant qu'ils partent. Et puis on verra ce qu'on pêche. C'est pas trop, hein, on va voir. C'est intéressant. Tu sais quand même à quelle sauce tu vas te manger, Damien. Tu vas porter une montre connectée qui va capter, j'imagine, ton pouls. Tu vas faire un peu de
mesures de l'oxygène du sang de temps en temps. Enfin, je pense que tu as une routine. Tu dois remplir précisément ce que tu manges toute la journée, j'imagine. Oui, alors ça, comme on a préparé les sacs de nourriture avant, je sais. Je pourrais dire si j'ai Non, tout mais mangé ou pas. t'as un menu. Mais Ou ça si veut j'ai pas dire que tu vas pioché tout- Voilà, dans celui de la semaine on en d'après. connaît qui ont bouffé la tablette de chocolat de la semaine d'après, la semaine d'avant. Hein. Oui, mais l'idée c'est Donc il y a ça. le menu, mais ça veut Ouais. dire que c'est ça que tu vas manger. L'idée c'est ça. Ça va me demander un petit peu de travail en plus sur le bateau, mais c'est Donc il y a des questionnaires à quelque chose remplir, d'intéressant. Voilà. il faut que tu évalues ton humeur, etc. Tout Ouais, ça. c'est intéressant aussi de remplir son humeur, parce que déjà, rien que pour moi, ça va me permettre de me dire vraiment comment je me sens aussi à bord du bateau. Il y a des fois où on arrive même à se mentir nous-mêmes sur notre état de forme, notre état de santé et notre état psychologique à bord des bateaux. Donc des fois, on va très loin dans ce qu'on est capable de s'imposer. Donc se poser les bonnes questions au bon moment, ça va être aussi intéressant. Alors Bérénice, tu vas prendre le micro. Toi, tu portes un projet parallèle, en partie similaire à celui d'Apicil et de Damien, qui est mené en collaboration avec l'EMOCA et avec l'université de Caen. Tu n'es pas médecin, tu es ingénieur biomédical, donc ta spécialité, c'est plutôt effectivement la mesure. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton projet et puis justement ce que toi, tu vas chercher à mesurer en plus ou en complément? Et puis surtout, toi, tu te places délibérément dans une optique d'optimisation de la performance au service du sport et peut-être d'autres choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ton projet? Ouais, alors Si tu veux le faire. donc le projet, il a commencé quand j'ai fait les 2 dernières étapes de la Ocean Race l'année passée, où je me suis rendu compte vraiment à quel point on poussait la physiologie à l'extrême. Et donc la physiologie en mer, c'est vraiment, on pousse c'est une des plus extrêmes au monde, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Les skippers sont exposés à des stress environnementaux, que ce soit la température, comme il a dit Damien, les impacts, le mouvement du bateau, etc. Et donc ça va déjà ajouter du stress physiologique. Mais en plus de ça, la nature même de la course, avec la privation de sommeil, l'activité physique, ça va encore augmenter ce stress et augmenter les besoins nutritionnels, d'hydratation en mer. Et puis en fait, tous ces éléments vont affecter la prise de décision, la vigilance et puis la performance. Donc ce qui est intéressant, c'est que bien que cette physiologie en mer, elle peut paraître assez unique, elle partage beaucoup de similarités avec d'autres environnements. Que ce soit des métiers en quart, par exemple, des métiers maritimes, aussi les premiers secours ou même les astronautes. Si on pense à la perturbation du rythme circadien, à la perturbation vestibulaire, donc tout ce qui est balance, équilibre, etc. Mais aussi à l'exposition à des stress environnementaux. Et puis quand on pense aux astronautes, il y a aussi l'atrophie musculaire. Les marins marchent très peu sur leur bateau, donc ils vont perdre beaucoup de masse musculaire au niveau des jambes. Et en fait, donc les skippers, comme tous ces travailleurs à l'extrême, ils sont poussés à leurs limites, mais actuellement, il n'y a pas de moyen de monitorer en temps réel ce genre de changement physiologique. Et c'est ce qu'on essaye de changer avec ce programme à travers IMOCA. Donc, par exemple, j'avais discuté avec Piper, elle nous disait il y a des moments de la journée où on se sent faible en énergie. Comment est-ce que je peux les prévenir? Donc ça, c'est une des questions qu'elle se pose. Sam Gottschalk me disait, je veux comprendre quand je dois prendre des décisions importantes. Rich Wilson m'avait dit, il faut forcer le sommeil pour survivre, mais savoir quand le faire est critique. Donc comment est-ce qu'on peut développer un outil qui puisse permettre aux skippers en mer de répondre à ce genre de questions? Donc ça, c'est un peu ce qu'on va essayer de développer avec IMOCA. Et je veux utiliser la technologie de pointe qui existe actuellement et que les athlètes d'élite utilisent pour vraiment développer la performance humaine en mer pour ces skippers. Et là, je vous donne un exemple de Christian Blumenfeld, qui est triathlète et qui a utilisé la méthode norvégienne qui se base sur l'analyse scientifique des données physiologiques. Ça lui a permis de gagner, dans l'espace de 2 ans, une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il est devenu champion du monde de semi-Ironman et champion du monde d'Ironman, ce qui est absolument remarquable parce que c'est une distance qui passe du simple au double, au quadruple. Et je vous donne un autre exemple, c'est le cyclisme, par exemple. Donc chaque année au Tour de France, les cyclistes battent des records de l'année précédente. Et tout ça, c'est faisable grâce au développement de nouvelles technologies de mesure et à l'analyse scientifique de ces données.
Donc on va essayer de répliquer ça pour les skippers. Donc un des objectifs, c'est vraiment pour les skippers de développer un outil de performance en mer en temps réel. Pour répondre justement à ces questions du style j'ai une manœuvre qui arrive, comment est-ce que je peux me préparer au mieux pour cette manœuvre? À quelle période de la journée est-ce que mon sommeil est le plus efficace? Ou bien quand est-ce que je dois prendre les bonnes décisions stratégiques? Un autre objectif aussi bien sûr pour la classe, c'est pour l'audience. Donc pour vous apporter un peu plus de divertissement, donc que ça soit par exemple en temps réel, partager des données biométriques sur la ligne de départ. Et puis aussi, par exemple, ce que Damien va faire, donc il va partager de manière assez régulière des mesures biométriques, et donc ça permettra à l'audience de se rapprocher un peu plus du marin et de comprendre vraiment ce qu'ils subissent en mer et comment ils gèrent ces problèmes. Et puis on a un troisième objectif, c'est de lier, donc comme on a mentionné, de lier le monde de la voile avec ces autres environnements extrêmes et d'utiliser les connaissances scientifiques du monde spatial, médical, pour développer ces protocoles d'optimisation de la performance pour les marins, et vice-versa, tout ce qu'on découvre chez les marins peut aussi être utile pour ces autres environnements, comme l'a mentionné Jean-Marc dans l'environnement médical. Et puis on aimerait aussi avoir un accent sur la physiologie de la femme au monde, dans les environnements extrêmes. Donc voilà, c'est un peu... Et alors, toi, tu vas utiliser quel capteur? Alors nous, ce qu'on va faire... tu vas mesurer quoi? Alors là, pour le Vendée, donc ça va être un premier pilote. Nous, on va se concentrer sur la prise de mesure et on fera des analyses a posteriori. Il n'y a pas de temps réel comme il y a... Exactement. Donc Damien, lui, fera déjà du partage de données en temps réel pendant la course. Donc nous, on va organiser des prises de mesure avant, après course, surtout en se concentrant sur l'aspect musculaire, l'aspect vestibulaire, donc tout ce qui est équilibre, balance, et puis aussi immunitaire, inflammatoire, donc métabolique. Et ensuite, en mer, je fais de la voile moi-même, donc j'ai vraiment essayé de limiter le plus possible les manipulations nécessaires par les skippers. Donc on va leur proposer une montre connectée qui mesurera tout ce qui est cardiovasculaire, température de la peau et puis oxygène. Et puis ensuite, on va proposer aux skippers d'embarquer un capteur environnemental qui va mesurer donc le bruit, la température, l'humidité, l'accélération, décélération, ce genre de choses. Et puis après, l'idée, ça sera de combiner toutes ces informations ensemble. Et puis on fera de nouveau les mêmes mesures qu'on a fait avant la course, on les fera après pour essayer de comprendre ces changements physiologiques. Et puis d'agréger vraiment toutes ces données pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Parle bien dans le... Ah oui, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Et voilà, dans l'idée après travailler vraiment avec les skippers, avec leurs médecins, avec leur centre de performance pour développer un outil qui puisse leur permettre d'accéder à l'information en mer, en temps réel, qui leur est utile. Donc vraiment travailler avec eux pour développer un outil qui leur est utile. Ouais. Alors quand tu parles d'outils, en fait, c'est une interface qui sera peut-être sur, j'invente, qui sera peut-être sur l'ordinateur ou sur une tablette et qui leur dira... attention, comme dans un jeu vidéo, tu as un pourcentage d'énergie qui est à 62%. C'est pas le moment de faire ton empannage stratégique, tout matossé, dématossé dans le poteau noir parce que tu es un peu trop cramé. Ils auront ce genre d'indication. Je le traduis avec mes mots, mais c'est ça l'objectif. C'est d'avoir un outil qui leur permette de mesurer ça. Oui, exactement. Pour l'instant, on ne sait pas exactement la forme, l'interface que ça aura. L'interface, mais moi je peux imaginer un écran comme ils ont les écrans BNG qui mesurent la vitesse du bateau, etc. Avoir un écran physiologie, peut-être la batterie, comment est-ce que je me sens, quelle est ma perte d'eau, combien d'électrolytes est-ce que j'ai perdu, mon niveau de glucose dans le sang, donc savoir si j'ai une manœuvre qui arrive, il faut peut-être que je me prenne 1 ou 2 gels pour avoir un niveau de glucose assez élevé pour faire la manœuvre efficacement. Voilà. Et puis potentiellement aussi un système d'alarme où s'il y a certaines données, certaines mesures qui sortent de la norme, qu'ils aient un système d'alarme pour se dire ok, là il faut que je... C'est pas le moment de monter en tête de mât ou d'aller sur le bout d'or changer la galette de Genac parce que t'es vraiment trop cuit pour faire... t'es vraiment plus assez lucide pour le faire. Je te vois sourire, Damien, ça te... Oui, on y vient enfin. C'est quand même hallucinant d'avoir ce type de discussion sur l'humain, alors que ça existe depuis des années sur les bateaux. Là, sur nos IMOCA, on a de la fibre optique dans les foils, dans les fonds de coque. Au moins de trucs qui part de travers, on a une alarme qui sonne, et on est aux petits soins de notre bateau, mais on s'oublie, nous, en tant que skipper, en tant qu'humain.
Voilà, Mais comment tu l'expliques? Parce que Bérénice parlait par exemple du vélo. Dans le vélo, aujourd'hui, un cycliste qui fait le Tour de France, il a son cardio-fréquence-mètre, son GPS, il arrive à l'étape, il donne l'ordinateur de son vélo à son nutritionniste, il a son plat à lui le soir, il ne peut plus aller se servir tout seul au buffet, enfin, tout est mesuré, pesé, c'est le règne de la data humaine, quoi. Qu'est-ce qui fait, alors qu'il y a plein d'autres sports qui le font, qu'est-ce qui fait que dans la voile, on a un retard quoi, en termes d'optimisation de ce côté-là? j'ai pas la réponse exacte. Hein. Non, Mais déjà, il y a le fait qu'effectivement, déjà, nous, on ne rentre pas tous les soirs. Ouais. Et ça fait déjà une belle différence. Et puis après, ça fait partie du mystère qu'on a entretenu pendant longtemps autour de la course au large, en disant, voilà, c'est des surhommes ou des surfemmes, ils font des trucs incroyables. Et finalement, on ne s'est jamais posé la question comment on y arrivait, tout simplement. Mais voilà, avec l'évolution, avec les exigences qu'on a autour de nos bateaux, etc., forcément, les exigences sur le marin sont de plus en plus élevées. Et puis, si on veut, nous aussi, augmenter notre niveau de jeu, il va aussi falloir qu'on se connaisse un petit peu mieux, de savoir comment on réagit à l'effort et comment on peut optimiser les choses sur du long terme, et que ce ne soit pas simplement un vase qui se vide au fur et à mesure pour arriver complètement cramé de l'autre côté. Mais voilà, de pouvoir bien faire les choses. Et je pense qu'il y a vraiment un énorme axe de progression là-dessus. C'est un problème de culture de la discipline, ou c'est juste une question d'évolution et la pression à la performance là, on s'apprête à avoir un Vendée Globe à 40 bateaux avec potentiellement une quinzaine de marins qui peuvent gagner. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que la prise de conscience est en train d'arriver? Bon, je pense qu'il y a les deux. Il y a effectivement, c'est culturel dans notre sport. Et puis, voilà, mais c'est aussi des enjeux qui sont un peu plus récents dans la communication aussi, de mettre un peu plus l'humain au centre de la performance. Et voilà, donc moi, je suis super content qu'il y ait ces initiatives qui soient prises aujourd'hui. Ça va nous permettre d'avancer, ça va permettre aussi de donner une certaine réalité au public. Et voilà, on dit toujours, ouais, c'est beau, comme ça, chacun peut faire un petit peu son histoire derrière son écran. Là, on va donner de quoi rêver ou pas, un petit peu plus. Les effrayer. Justement, j'aimerais bien avoir le point de vue du sponsor sur cette dimension communication, parce qu'effectivement, vous allez, comme dit Damien, on va un peu objectiver des performances qui, en fait, elles rentrent dans la routine. Bah oui, aller dormir dans 30 nœuds de vent, faire une bataille de tous les instants pendant 70 jours, on a l'habitude. C'est le 10e ou 11e Vendée Globe, je ne sais même plus. Bon, c'est votre métier, quoi. Chacun sien. Là, on va peut-être montrer et pouvoir démontrer que ce qu'ils font est quand même à bien des égards hors norme. Cette dimension communication, elle est aussi elle est importante pour vous? C'est important, mais ce n'est pas essentiel. Alors, il y a un petit côté espionnage aussi, il faudra peut-être faire attention. Vous avez vu, dans le vélo, ils font attention maintenant à ne pas transmettre les données, parce que c'est les autres qui ont des capteurs, même des scanners, pour capter les données des autres, savoir à quel moment il faut attaquer l'autre. Bon, là, on est ok, donc il va envoyer des fausses données. Ouais, quoi. Il y a peut-être des gens qui font ça. Ouais. Comment ça, dans le Grand Sud, il a... Oui, en effet, il y a un effet de communication, mais je dirais que par rapport à la question culturelle, il y a aussi une question d'époque. Je pense qu'il y a 10, il y a 20 ans, même dans le vélo, il y a 20 ans dans le vélo, ils faisaient autre chose, quoi. Pour optimiser la performance, et ils se cachaient. On parlait de l'entreprise tout à l'heure, c'est pareil, dans les entreprises, avant on regardait comment on fait pour réduire les risques physiques sur les chaînes de montage, et puis au fur et à mesure, dans les usines, on est venu à s'occuper de l'humain. Et maintenant, on voit les chefs d'entreprise qui commencent à se préoccuper d'eux-mêmes, parce qu'avant, ils s'occupaient beaucoup de leurs salariés. Donc, on a une vision un peu plus holistique de la performance et de le couple machine-homme ou femme. Et donc, oui, il y a un aspect de communication. Pour nous, ce n'est pas essentiel. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on n'est pas un acteur médical. On travaille, peut-être que dans 5, dans 10, dans 15 ans, ça permettra de réduire des risques physiques. Et j'aurai un intérêt business, mais bon, moi, je serai déjà à la retraite. Donc ça sera plus tellement le sujet. Mais oui, c'est important de faire vivre aussi la course. Je veux bien un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas d'eau, désolé. C'est pareil, il faut toujours s'alimenter pour tenir la performance. On mesurera l'hydratation. L'hydratation sera mesurée. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est pas de l'entraînement. Mais c'est vrai que la communication, c'est un sport qui se passe loin. Et c'est vrai aussi que pour le faire ressentir, pour le faire partager, on est quand même dans un monde du partage, de la culture, qui tout s'accélère. Et je pense que ça participe aussi un petit peu à ces événements-là. D'un point de vue purement égoïste, ça fait aussi un peu plus de retour, mais bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas l'essentiel, c'est pas le facteur premier, c'est plutôt faire avancer les connaissances dans un domaine où on pense qu'il y a des risques. Moi aussi, j'ai intérêt à ce que Damien y revienne, parce que bon, d'abord c'est un ami, et puis parce que voilà, ça fait partie de cet ensemble du couple performance homme qui est vraiment nécessaire. Sinon, s'il y en a un qui est en dessous,
de toute façon, on n'ira pas au bout, ou on ira au fond du classement, et on est quand même dans un aspect de compétition, et Ouais, puis, il faut jouer le tout, quoi. de toute façon, c'est plutôt de la com assez smart, quoi, et en tout cas différenciante par rapport à ce que vont pouvoir raconter les autres. Vas-y, bien sûr. Je voulais juste rajouter aussi l'aspect technologique qui nous permet maintenant de commencer à mesurer tous ces facteurs biométriques, parce que ça fait seulement quelques années que les capteurs embarqués commencent à être assez performants pour pouvoir être embarqués en mer. Et encore, on manque pas mal il n'y a pas de système qui marche pour ce genre d'environnement extrême. Donc pour les skippers comme pour les autres métiers à haut risque, il va falloir développer un nouvel outil qui n'existe pas encore sur le marché, qui est basé sur toutes les contraintes que ce genre d'environnement apporte. Donc il y a aussi l'aspect technologique. C'est intéressant ce que vous soulignez sur l'aspect culturel aussi. On prend l'habitude de mesurer. Enfin, moi, je suis un cycliste vraiment tout ce qu'il y a le plus d'amateur. Je suis sur Strava, j'y cours avec mon cardio-fréquence-mètre, je regarde dans quelle zone d'intensité j'ai roulé, et je suis mais plus qu'amateur, quoi. On voit bien aussi que l'époque est à la data, et ça se répartit. Et à propos de ça, Damien, le Vendée Globe est une course sans assistance, sans escale, sans assistance, etc. etc. Et le débat autour de l'assistance et de la circulation des données entre la Terre et la mer est pas neutre. Comment tu as réussi à faire comprendre ça aux organisateurs qui devaient être un peu très à cheval sur ces sujets-là? Parce qu'en fait, je vais faire le journaliste qui a vraiment qui a des mauvaises idées, mais si je commence à avoir les datas de mon skipper qui montrent qu'il est très fatigué, qu'il est déshydraté, qu'il va pas bien, pas très compliqué sur WhatsApp de dire Damien, pense à bien boire, par exemple. Oui, mais c'est sûr. Toutes les discussions ont tourné autour de ça. C'est déjà quelles informations on faisait remonter du bateau, à quelle fréquence, comment c'était traité, et est-ce qu'il y avait un retour après vers le bateau. Donc clairement, ça s'est joué là-dessus. Au début, la réponse des organisateurs, c'était non, il ne faut aucune donnée qui revienne du bateau, etc. Donc c'était un peu dommage. Et puis, on a démontré par le projet, en écrivant bien les choses, etc., l'intérêt déjà qu'il pouvait y avoir, que ça ne jouait pas sur la performance pure du bateau, et que, tout simplement, que demain, si on progresse pas sur ces sujets-là, on va quand même faire des gros soucis. Ça, si on reprend, effectivement, tu parlais du retour à la base tout à l'heure, mais si on prend le cas de Sébastien Simon, oui, il s'en sort avec des vertèbres bien abîmées. Il a fait plus de 3 mois en corset, avec un corset cervical. Si c'était vraiment cassé quelque chose, je pense qu'on s'en mordrait tous les doigts. Et donc, il faut aussi prévenir ça à l'avenir. Et il y a un moment, c'est sûr qu'il faut accepter des choses qu'on n'acceptait peut-être pas en remontée de données hier, tout simplement. Donc là, le travail, je pense qu'il est intéressant. Les données vont être remontées, pas en direct, mais avec un léger différé, mais ça va quand même donner une réalité des choses. Et par contre, il n'y aura pas de remontée vers le bateau du traitement de ces données-là. Ça, aujourd'hui, c'est pas acceptable parce qu'on ne saurait pas comment filtrer ces données-là. Donc voilà, on a pris cet engagement-là et je pense que c'est un bon début. Puis on va voir jusqu'où ça va aller, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui que ça se passe mal. Ceci dit, en matière d'assistance, l'assistance médicale est un petit peu différente du reste des assistances. C'est-à-dire que vous avez le droit, autant vous n'avez pas le droit d'appeler votre équipe technique en disant je ne trouve pas la porte de sortie de l'anticyclone, autant vous pouvez appeler le médecin en disant j'ai mal là, j'ai un conseil de demander sur un médicament. Toute la partie santé fait l'objet d'une assistance qui est possible, quoi. Oui, heureusement. Voilà. Heureusement, on n'est pas médecin. Voilà, il faut bien le. On est tout seul à se recoudre ou à prendre le médicament si besoin, mais on ne fait pas n'importe quoi, donc on prend l'avis médical quand même. Jean-Marc, je voudrais qu'on creuse un peu on a parlé des capteurs biométriques, donc on va mesurer des choses extrêmement tangibles. Je voudrais qu'on parle, parce que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, de la dimension psychologique. Là aussi, et Damien, c'était d'ailleurs assez symptomatique quand il parlait du retour à la base et des conditions dantesques de ce qu'ils ont vécu, il souriait. Même lui, il ne veut pas le vendre comme ça, quoi, et c'est assez logique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu vois évoluer justement la dimension psychologique et mentale de la course et puis les dégâts ou les difficultés que ce type de pratique peut entraîner? Les échanges que tu as eus avec les skippers, ceux qu'on a de temps en temps en formation, alors ça c'était rigolo, effectivement les temps changent, c'est-à-dire que on a vu sur le Vendée Globe, dire qu'on a eu peur, que c'est compliqué.
Il y a certains qui critiquaient, quoi. Il n'a rien à faire sur le Vendée Globe. Ils commencent à dire qu'ils ont peur, ils commencent à dire... Enfin, tu as des gars qui reviennent, là. On a eu un navigateur qui est venu voir au B3S qui nous dit, la dernière fois, en fait, c'était l'enfer, quoi. Tu dors pas, tu es mouillé, tu as la trouille. C'est la pire course que j'ai faite. Mais je vais y retourner. Donc, on reste médecin quand même. On se dit, qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être falloir s'occuper de lui pour pas qu'il termine effectivement cramé. Et donc là, sans doute, on a des abacs. Hein. Alors, Damien a dit un truc intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a, tu l'as dit aussi hein, sur les échanges avec les experts, on sent qu'il y a des trucs qui vont pas, mais comment je les mesure? Comment quelque part j'ai des indicateurs qui vont me dire que je suis en train de cramer? On parlait du travail. Les gars qui sont en burn-out. Ils s'en aperçoivent quand ils sont en burn-out, mais il y a des indices. Et donc ces indices-là, il y a des échelles qu'on peut utiliser, c'est des échelles simplement numériques, hein, mais on peut, sans assistance à la course, pour lui mettre éventuellement un petit éveil, mettre des notes, mettre une couleur. C'est plus l'assistance, c'est lui, c'est le bon sens, il va s'en servir. Donc je pense que travailler là-dessus, quand il commence à s'ouvrir un petit peu, alors certes, il y a toute la biométrie, on sait que ça a des incidences, mais le psychologique a aussi une répercussion importante sur la performance. Les marins, maintenant, ils ont quand même aussi de la préparation mentale, du coach mental pour ces courses-là. Donc, on voit bien que mettre des outils qui les aident à savoir où ils en sont pour personnellement pouvoir s'occuper d'eux, même sans assistance avec la Terre. Après, je suis rouge 3 fois, j'appelle le docteur avant effectivement d'avoir le pépin. Là, c'est de l'assistance médicale. On est dans la prévention et c'est intéressant. Donc oui, c'est bien de pouvoir mettre ces éléments-là qui vont être corrélés. Hein. Quand on est stressé, on a le cœur qui bat plus vite. Après, l'un sur l'autre, je mange pas bien. L'être humain est un tout. Donc là, on va mettre des trucs en place. C'est ça qui va être compliqué. On va l'avoir partout. Comment on pioche pour effectivement faire les rapprochements pour que, on revient toujours, un outil pertinent, utile, qui marche bien et ils adhéreront si on a touché les bonnes choses. Donc là, il y a ce travail-là à faire. Et puis on a des gens, hein, Azimut Communication, qui savent récupérer de la data, la traiter, et puis la reproposer de façon ergonomique aux skippers. Donc il y a tout ce travail-là qui va être passionnant. Oui. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous allez mesurer plein de choses avec vos différents projets. Mais c'est une chose de mesurer, c'est une chose d'interpréter, et c'est encore autre chose d'arriver à corréler deux mesures ou les conséquences d'une mesure. Juste, Jean-Marc, je vais te citer sur un trophée Jules Verne, dans un petit texte que tu nous avais transmis, que c'était vraiment intéressant. Hein. Trophée Jules Verne, dans les mers du Sud, des équipiers expliquent être réveillés dans leur quart de repos par des envies de miction fréquentes. Donc ils ne dorment pas beaucoup, et en plus, pendant qu'ils dorment, ils ont envie d'aller aux toilettes. Ils décident donc de boire moins pour limiter ces réveils. Ils expriment également une fatigue qu'ils rapportent au manque de sommeil. Logique. En fait, la mesure régulière de leur température corporelle retrouve une nette hypothermie durant leur quart liée à des duvets mal adaptés au froid. L'adaptation physiologique explique leur diurèse et la décision de limitation d'hydratation à majorer leur fatigue. Voilà. Donc en fait, corrélation égale je me lève la nuit pour aller pisser un coup, en fait mon duvet n'est pas assez chaud. Voilà. Non mais... Donc, conclusion, avoir le bon duvet permet de ne pas lever la nuit, de boire ce qu'il faut boire, etc., etc. Donc, on voit les corrélations. J'ai gardé cet exemple parce qu'il était tellement simple et tellement parlant. On parle d'un trophée Jules Verne et d'un équipage, tu ne vas pas donner le nom, mais très probablement un équipage bien organisé, avec des moyens, etc., etc. Donc, on voit ce que c'est que en fait, l'optimisation de la performance. Ça va jusqu'à là. Comment vous allez faire, Bérénice, peut-être tu peux nous répondre, parce qu'il va y avoir beaucoup de mesures. Comment vous allez faire pour... peut-être restreindre le nombre de mesures et arriver ensuite à interpréter ces mesures. Il y a un travail scientifique post-navigation qui est stratégique, quoi. Déjà, je dirais que ça commence par le travail scientifique avant, où on va essayer de lire des papiers, on va essayer de discuter avec les skippers et on va vraiment essayer de comprendre quelles sont les mesures qu'on devrait prendre et quelles sont les mesures les plus intéressantes. Donc ça ne sert à rien d'aller tout mesurer sans vraiment réfléchir. On a vraiment un processus d'hypothèse scientifique qu'on va travailler avant même de définir le protocole scientifique. Et puis ensuite, a posteriori, de nouveau, ces hypothèses, on va aller les vérifier. Donc on va commencer par vérifier nos hypothèses de corrélation entre une chose et l'autre. Donc ça va déjà commencer à nous guider dans l'analyse des données. Et puis ensuite, il y a des outils comme l'intelligence artificielle, des outils statistiques avancés qui nous permettront aussi d'analyser toutes ces grosses données et de créer des corrélations
intéressante et puis d'essayer d'en tirer le plus possible. Tu penses que dès cette première... Alors, tu vas faire ça avec plusieurs bateaux, hein. Tu recrutes en ce moment. Ton objectif, c'est d'avoir combien de bateaux, combien de skippers, de couples bateaux-skippers à mesurer sur le Vendée? Tu veux en faire combien? On aimerait tous les avoir idéalement. On compte sur Damien pour nous aider à en recruter plus. Non, mais j'imagine... Je crois que tu présentes dans les jours qui viennent ton projet au skipper, au team manager et au skipper. Ouais. J'imagine autour des 10 bateaux probablement, ce qui est déjà un bon chiffre pour commencer. Ouais. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que ce projet, il a vocation à durer dans le temps, mais il n'y aura pas que le Vendée Globe, mais probablement d'autres, les The Ocean Race Europe et The Ocean Race Monde ensuite. Est-ce que tu penses que tu vas avoir rapidement des enseignements? C'est-à-dire post-Vendée, tu pourras dire à Damien... change de duvet parce que du coup ton duvet n'est pas optimal. Est-ce que je caricature? Est-ce que tu penses que tu vas avoir très très vite, et Jean-Marc, on peut poser la question à Jean-Marc aussi, est-ce que tu penses que vous allez avoir très très vite des enseignements et des conseils et de l'optimisation qui va arriver très rapidement? C'est le but, ouais. Avant la Ocean Race Europe, qui est l'été prochain, on aimerait déjà avoir analysé la plupart des données pour avoir les skippers intéressés et pour continuer à faire grandir ce projet. Si ça prend trop de temps, en fait, ça perd tout son sens. Donc on va faire de notre mieux pour analyser tout ça assez rapidement. Et tu sens un intérêt des skippers et des équipes pour le sujet? Alors tous les skippers... Parce que là ils sont déjà dans le jus, là. Mais ils t'accueillent quand même? Tous ceux avec qui j'ai discuté, alors peut-être que c'est biaisé, parce que j'ai discuté avec ceux qui sont intéressés, mais en tout cas, les 6-7 skippers avec qui j'ai discuté ont beaucoup d'intérêt dans ce genre de projet. J'en ai équipé d'ailleurs plusieurs sur la Transat Retour. Mais bon, on verra, quand je le présente à tout le monde, on verra s'il y a un intérêt un peu plus grand que ceux qui sont, avec qui j'ai discuté pour l'instant. Ouais. Toi, Jean-Marc, tu as l'impression aussi qu'il y a un changement, il y a un début de changement culturel chez les marins de ce point de vue-là? Oui, je donne un exemple parce que je dis, moi, à la clinique du Terre, avec le B3S, là, on travaille surtout sur la formation médicale. Avant, ils venaient pour le papier. Maintenant, ils viennent, ils posent des questions, ils s'intéressent, ils refont. La dotation, souvent, c'était à la dernière minute. Tiens, tu peux me faire la dotation parce qu'il faut qu'elle soit réglementaire et je dois partir. Ils la prennent à l'avance. Ils l'organisent pour savoir s'en servir au niveau ergonomique. Et on s'aperçoit que, vraisemblablement dans leur tête, il y a une petite case qui est cochée. Ça, c'est fait. Donc, je peux libérer un petit peu certaines anxiétés par rapport à des choses. Je ne suis pas médecin, que je ne connais pas bien, pour être peut-être plus performant sur autre chose. Oui, il y a des choses qui changent. On voit bien que l'intérêt est différent. Donc, on commence à travailler. Ils viennent nous voir, pas la veille, mais ils viennent nous voir bien avant. Voilà, l'avant-veille. Donc, on est content. On progresse. Damien, dans tous les facteurs d'optimisation qu'on vient d'évoquer, donc on parle d'optimisation de la performance humaine, comme on parle d'optimisation des foils, du gréement, etc. Dans quoi tu as le sentiment qu'il y a le plus de progrès à faire? Par exemple, on parlait de la préparation mentale. Il y a beaucoup de cohorts qui font de la préparation mentale. C'est quasiment rentré dans les mœurs aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ton cas. C'est un préparateur mental? Moi, j'en ai eu, en tout cas. J'ai fait suffisamment de sport de haut niveau pour savoir comment me servir de la préparation mentale, voilà. À quel moment, etc. Mais est-ce qu'il y a, toi, un domaine qui te semble vraiment évident dans lequel tu vas pouvoir progresser? Le sommeil, par exemple, ça, vous avez déjà tous beaucoup travaillé. Oui, le sommeil, c'est un enjeu. Voilà. Un enjeu majeur, mais il y a tout ce qui tourne autour de ça. Je veux dire, il y a un moment, il ne faut pas se tromper d'objectif. C'est de réaliser des performances avec des bateaux incroyables sur des courses aussi longues que le Tour du Monde. Donc, on fait évoluer nos bateaux et on met des centaines de millions d'euros sur nos engins pour qu'ils aillent de plus en plus vite. Il faut que les skippers puissent suivre. Ça, c'est évident. Donc, l'enjeu, il est d'abord déjà d'objectiver un petit peu nos ressentis. Donc les capteurs, ils vont servir à ça. Et deux, savoir effectivement ensuite quel type de données nous servent à quoi et si possible en temps réel, effectivement, pour dire, voilà, pouvoir nous alerter en disant, là, tu es déshydraté, là, tu es vraiment en manque de sommeil. Parce qu'aujourd'hui, on est énormément sur le ressenti. Et des fois, ça peut être complètement biaisé par de la fatigue, par un état émotionnel certain, etc. Donc voilà, si on veut être performant, il faut aussi que le skipper soit de plus en plus performant et qu'on trouve dans ces données-là quelque chose d'objectif à utiliser. Ma question, c'était, toi, dans quel compartiment
de la performance humaine, tu penses qu'il y a pour toi le plus de gains à faire? Ouais, c'est certainement sur je reviens au sommeil, mais c'est ça en fait. C'est C'est encore là, à quel moment vraiment le mieux placer le sommeil. On sait que voilà, il en faut de toute façon. Ça peut être variable d'une journée à l'autre et même au sein même de la journée, mais il faut en placer suffisamment. Et après, effectivement, quand est-ce que je prends les décisions et les bonnes décisions à bord? Aujourd'hui, on se rythme par rapport je veux dire, à nos données météo. Nos fichiers, par exemple, ils vont tomber à 6 h du matin, puis à 18 h le soir. Donc tu dors pas à 6 h et en à fait, 18 h. voilà, on va traiter notre météo à ce moment-là et on va faire notre tactique et notre stratégie dans la foulée. Est-ce que c'est réellement le meilleur moment pour nous, dans notre état actuel, de faire ça à ce moment-là, ou est-ce que c'est pas mieux de le faire 2 ou 3 heures plus tard, parce que à ce moment-là, c'est bien de prolonger un petit peu sa sieste ou de faire autre chose dans le bateau. Donc, je pense que quand on parle de performance, il faut essayer de trouver de la performance un peu dans tout ce que tu fais. Mine de rien, 24 heures dans la journée, c'est assez court sur tout ce qu'on a à faire sur nos bateaux. Donc il faut optimiser le temps. Et si on arrive à optimiser ce temps-là, eh ben, les minutes, elles seront gagnées sur un Vendée Globe. Moi, il y a un domaine dans lequel je suis assez étonné que les marins n'aient pas encore attaqué, qui est un domaine que tous les autres sports d'endurance, parce qu'au final, le Vendée Globe reste la compétition la plus longue du monde, toutes disciplines confondues. Toutes les disciplines d'endurance travaillent sur ce thème-là, c'est la nutrition. Dans le texte que tu m'as envoyé, Jean-Marc, il y a un autre exemple qui est un concurrent du Vendée Globe, en fait, qui était déshydraté et qui, du coup, avait le moral dans les chaussettes à la sortie du poteau noir. Et tu lui as recommandé de boire de l'eau avec un peu plus de sel, quoi, une solution, des boissons isotoniques, quoi. Parce que là aussi, le moindre cycliste amateur, on ne parle pas des coureurs de l'UTMB ou ce genre de gens, qui savent exactement, qui ont des gels, comme on disait tout à l'heure, toute cette dimension nutrition qui est très travaillée dans plein de sports d'endurance. La voile, elle s'intéresse au lyophiles. Je caricature un petit peu. Mais à moins que tu me dises le contraire, tu as des barres spécifiques, tu as des boissons protéinées, tu as des boissons de récupération qui sont prévues sur ton Vendée, mais j'ai pas l'impression que ça soit encore très très répandu. Oui, on les a à bord, mais voilà, est-ce qu'on les prend au bon moment? Est-ce qu'on boit suffisamment aussi en temps voulu? C'est ça, en fait. On est tout seul à bord, donc on se gère tout seul, mais si on n'a pas la lucidité pour se dire bah là il faut que je boive, et effectivement après on est dans une spirale négative et avant de remonter la pente ça peut prendre du temps et ça peut amener jusqu'à l'accident, je pense, et ce serait un petit peu bête d'en arriver là. Donc voilà, Ou à la mauvaise décision sportive. Ou à la mauvaise décision, voilà. Moi je sais qu'à un moment donné je m'étais rendu compte que j'avais des problèmes pour boire suffisamment d'eau, en tout cas suffisamment régulièrement à bord du bateau. J'avais un réveil, un minuteur qui tournait en boucle. Et voilà, tous les X temps, je crois que j'avais réglé ça sur 20 minutes, je buvais 3 gorgées d'eau. Alors au début, c'est un peu pénible. C'est un truc qui sonne tout le temps, mais ça m'a éduqué un petit peu à mieux boire et puis du coup à gérer différemment ma fatigue, etc. Et donc voilà, on trouve toujours des éléments pour aller mieux. Encore faut-il se poser la bonne question au bon moment. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Oui, alors on va vous transmettre un micro. Merci beaucoup. Il faut que tu relèves la main. Voilà. Bonjour. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que vos études vont continuer d'être menées sur la partie récupération? Parce que j'avais aussi le sentiment que c'était pas quelque chose qui était très exploité en voile par rapport à d'autres sports de haut niveau, avec justement cette contrainte que l'effort est beaucoup plus long, mais une fois rentré d'un tour du monde, qu'est-ce qui se passe de toutes ces mesures et de tout ça? Il y a plein de sports, on dit que la récup, c'est la moitié de la perf. Je peux en parler rapidement, mais c'est vraiment, oui, c'est absolument l'idée, et surtout toutes les mesures qu'on fera avant et après la course, ça nous permettra aussi de comprendre comment est-ce qu'on doit optimiser les protocoles de récupération, par exemple. Parle bien près du... Oui, par exemple, on sait qu'il y a une atrophie musculaire. La perte de densité osseuse n'a jamais été mesurée chez les marins, mais on sait que les astronautes, du fait qu'ils perdent tous leurs muscles, les os sont aussi moins utilisés et du coup il y a une perte de densité osseuse. Si on arrive à mesurer ça sur un Vendée, peut-être que pour la récupération, dans les protocoles, on va proposer, on va conseiller aux marins de manger plus de minéraux, de faire des sports à impact qui renforcent les os, etc. Donc ça, c'est juste un exemple de choses qu'on pourrait faire. Mais c'est sûr que la récupération, c'est récupération et entraînement. Ouais. Je crois qu'il y a Jean-Marc qui voulait réagir. Il faudra courir derrière, hein, parce que quand ils sont arrivés avec les journalistes, tout le monde ils saute dessus. Les mesures sportives de récupération, c'est un peu compliqué. Si
Si c'est obligatoire dans le règlement de course. Hein, là, sur la Volvo, hein, il y avait des prises de sang, il y avait des machins obligatoires. Ils n'avaient pas le droit de sortir avant. Et donc là, on l'a échopé, mais ça va être compliqué. Hein. Bérénice, bon courage. Pour compléter la réponse, c'est sûr que ça va être de toute façon hyper intéressant de savoir effectivement comment on récupère d'une course comme ça. Aujourd'hui, on subit les choses. Clairement, voilà, moi, à la fin de mon premier Vendée Globe, j'ai été surpris de constater la fonte musculaire vraiment au niveau des jambes. J'arrivais pas à marcher plus de 400 mètres. Pour retrouver des temps de course à pied sur un parcours tout simple d'entraînement, ça a mis 6 mois. Enfin, voilà, en fait, j'ai pu que constater. J'avais pas les éléments pour y répondre à ce moment-là. Une autre question? Bonjour. La question s'adresse au docteur Legac. Vous avez expliqué tout à l'heure que l'épidémiologie de la course au large était un peu secrète. Comment vous l'expliquez? C'est un tabou? C'est pour des histoires de communication? Il ne faut pas dire que les marins et les skippers hommes et femmes se font mal sur un bateau? C'est pas bien? Non, c'est un peu notre culture française, hein, je crois. Dans les pays anglo-saxons, des recueils qui sont obligatoires hein, de pathologies qui sont... sur la Volvo, il y avait ça. Sur la Bermude, il y a ça. Obligation de rendre un petit rapport de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai consommé comme médicament. C'est pas réservé uniquement aux médecins de course, hein, c'est mis à disposition de la classe. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer une pharmacie, qu'on fait évoluer les besoins de formation et qu'éventuellement on va sur des programmes de prévention. Je pense que c'est un petit peu ça. On est dans un monde un petit peu d'élite, un petit peu réservé. Hein. La course au large, il y a des médecins de course, il n'y en a pas 150. Hein. Et donc, c'est un peu culturel, mais ça change ça aussi. Hein. Il y a de la jeunesse qui arrive, avec des rencontres, on fait des échanges, on rencontre les skippers, on rencontre les ingénieurs, on rencontre même les directeurs de clinique qui sont d'accord sur des projets de recherche. Donc, je pense que ça s'ouvre petit à petit, oui. Il y a quelques papiers, mais il n'y en a pas beaucoup. Quand Bérénice a dû faire la biblio, hein, elle n'a pas dû voir beaucoup de papiers d'origine française, malheureusement, alors que quand même, on a un territoire assez fabuleux là-dessus. Hein. Une autre question? Oui, bonjour. On parlait là sur de la course en solitaire. Quel serait l'intérêt d'avoir la même chose sur des courses en équipage où des différents marins sont soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes conditions? Et qu'est-ce qu'on pourrait en tirer finalement? Bérénice. Oui, donc là, le projet, le Vendée, c'est vraiment un premier pilote, mais l'idée, c'est d'étendre ça à la Ocean Race Europe, qui est par équipage, et ensuite la Ocean Race autour du monde en 2027, aussi en équipage. Ce que j'ajouterais aux mesures qu'on fait ici, ça serait que par exemple le skipper pourrait avoir un dashboard où il voit l'état de santé de ses coureurs, de ses équipiers, et ça lui permettrait de changer. Ça lui permettrait potentiellement d'ajuster les rotations de sommeil pour vraiment optimiser la performance de l'équipe. Voilà, donc à voir maintenant. À voir. Et pourquoi on rigole à votre avis? Parce qu'on voit les dérives potentielles ou c'est ça, non? Non, oui, mais on en est parce qu'en hyper fait, loin. c'est pas du tout idiot. Aujourd'hui. Je veux dire, juste, s'il faut gagner une course autour du monde, il faut que le numéro 1 aille dormir sur le quart d'après, parce que sinon il va mettre le Gianacalo dans un peeling. C'est juste du bon sens en termes de perf sportive. Mais nous, en fait, avec notre mauvais esprit, on voit tout ce qu'on pourrait en faire de mal. Après, pour revenir sur l'équipage, c'est sûr que sur la dernière Ocean Race, on avait effectivement des OBR à bord, donc des reporters qui participaient pas aux manœuvres, mais qui étaient là pour raconter les choses. Alors, on l'avait avant sur les Volvo, on l'a eu pour la première fois sur des IMOCA, sur des courses aussi longues. Et ils ont trouvé les mots pour raconter un peu comment on vivait à bord. Et ça a un peu terrifié des fois certaines personnes. Donc ça nous conforte un petit peu dans ce qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui. Parce que c'est vrai que nous, quand on est tout seul sur nos bateaux, quand on nous demande de raconter, c'est difficile des fois déjà de trouver des mots. Et puis ensuite, on se rend compte qu'on a un cerveau qui est bien fait et on omet assez vite les mauvais moments pour garder que les bons. Donc voilà, c'est tout ça. Vous n'avez pas peur, justement, Thomas, que ça effraie le public si on arrive à rentrer vraiment dans les coulisses? J'ai le souvenir, une petite anecdote, hein, le film de Thomas Ruyant, incroyable, hein, 29 173 000, qui est sur son Vendée Globe précédent, donc qui est vraiment un film immersif où on voit peu d'images. Je ne sais pas si tu l'as vu, Damien, mais il est quand même très très particulier. J'ai un directeur de course dont je ne donnerai pas le nom qui est sorti en disant il ne faut pas montrer ça, les sponsors vont fuir. Et alors qu'on voyait la réalité de manière extrêmement crue, quoi. Vous n'avez pas peur qu'en montrant des chiffres
un peu trop radicaux, ça... Personnellement, je ne pense pas. Nous, on a une très grande culture de la transparence. D'un point de vue d'ailleurs employeur, d'un point de vue explication de quel est le modèle et en quoi il fonctionne. Et je pense qu'on est dans un monde et dans un état d'esprit général où on a besoin de transparence. Alors après, du côté du sponsor, il y a aussi question de fiabilité de l'investissement, hein, qui est quand même des choix d'entreprise qui sont faits avec des marins ou avec des équipages donc qui emportent lourd en termes de moyens. Donc c'est aussi une façon de sécuriser et de diminuer ces risques-là. Mais je pense que globalement, l'époque est à la transparence. Et tant le public que toutes les parties prenantes ont intérêt à y gagner. Non, je n'ai pas tellement peur. Bien sûr, il peut y avoir des travers. Hein. On pensait aux jeux vidéo, je remplace tel équipier par tel autre, mais la performance, de toute façon, elle est collective et il faut aller la chercher maintenant dans tous les domaines. Hein. C'est les Anglais qui partageaient des marginal gains. Il y en a certainement, on ne sait pas vraiment lequel levier est activé, mais il y en a peut-être un petit peu partout. Et c'est soit un peu plus de confort, c'est aussi pas mal, soit un peu plus de sécurité, soit un peu plus de performance au moment où il faut. Donc, les gains marginaux, hein, je pense que la voile est plutôt spécialiste de ça. Des tout petits gains marginaux, aller demander aux équipes techniques, je pense qu'elles sont vraiment capables de ça. Mais là, quand on parle de performance humaine, on parle plus de gains marginaux. En fait, c'est peut-être un gain fondamental en fait, au final, travailler cette. Dans beaucoup de domaines, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gains marginaux techniques, ils sont vraiment de plus en plus marginaux. Exactement. Et qu'en fait, c'est le facteur humain qui est de plus en plus limitatif. Là, en plus, l'aspect confort, à un moment, on perd vite en capacité. Et donc, il y a certainement des gains plus importants que les gains marginaux techniques à aller chercher de ce côté-là aussi. Allez, une dernière question. On a déjà dépassé le temps, mais on pourrait discuter encore longtemps. Hein. Pour reprendre ce que vous venez de dire par rapport aux gains de la personne, est-ce qu'on ne va pas arriver très vite à choisir qui part sur le bateau? Et dans ce cas-là, on ne serait pas sur la voile où c'est l'aventure d'un skipper qui va faire le tour du monde. Mais donc, dans une compétition, on choisit celui qui a le plus de chances, qui a la meilleure résistance, et donc qui va partir. Je ne sais pas si vous voyez ma question. C'est ce que vit Didier Deschamps quand il sélectionne son équipe de foot. C'est ce que vit n'importe quel manager cycliste quand il choisit de faire tel ou tel contrat avec tel ou tel cycliste. Donc, oui, c'est un risque. Et forcément, le sport de haut niveau, de toute façon, c'est une sélection d'un athlète par rapport à d'autres. Donc là, c'est un athlète et une machine. Donc forcément, à un moment, il y a ce côté-là qui peut un peu l'emporter sur le côté marin, récit. Ça, c'est un risque probable, mais je pense que c'est déjà le cas. On le voit par exemple, Coupe de l'Amérique, finalement, ils prennent des cyclistes pour wincher parce qu'ils ont des plus grosses cuisses. Quoi. Donc, et c'est pas forcément des super marins. D'ailleurs, ils voient même pas la mer. Donc oui, je pense que c'est pas un risque, c'est inéluctable. À partir du moment où on cherche de plus en plus de performance, de chercher quels sont tous les facteurs limitants, et comme c'est l'homme ou la femme qui devient le facteur limitant, on peut se mettre à switcher. Moi, j'ai une toute dernière question. Mais la machine humaine, est éminemment complexe, hein, donc et encore plus sur quelque chose qui dure 3 mois. Donc c'est pas qu'une performance physique pure, hein, il y a aussi l'ensemble. La tête, le corps, le cœur, l'ensemble qui doit bien fonctionner. Donc je pense que la sélection est un peu plus touchy que juste le gars qui sait faire des watts sur son pédalier. Quoi. Et puis il y a une sélection naturelle qui est celui qui arrive à vendre son projet. Quoi. Encore ça reste un sport où... Oui, aussi, mais c'est même assez central. Mais c'est des compétences cognitives pour vendre son projet qui sont assez aussi utiles dans la gestion du projet et dans la gestion de la navigation, hein, je pense. Damien, tu voulais préciser quelque chose? Non, on a tout dit. C'est ça aussi, je veux dire, c'est la performance. Si on parle de Vendée Globe, elle ne tient pas uniquement sur la performance physique. Il faut être bon communicant aujourd'hui. Voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui fait que c'est complexe de tirer un portrait robot du meilleur marin possible. Hein. J'ai une toute dernière question, peut-être pour Jean-Marc, sur qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données et c'est quoi le destin final de ce type de travaux. Et Bérénice, tu peux abonder aussi. Est-ce que ça peut servir au-delà du cercle sportif? Est-ce que ça peut servir en termes de santé publique? C'est ce que tu laissais entendre à un moment dans la présentation de ton petit dossier. Oui, Bérénice aussi nous l'a un petit peu expliqué. Alors, le milieu de la mer, c'est un milieu extrême, donc c'est assez extraordinaire parce que tout ce qu'on trouve là-bas, si on l'applique à la Terre, c'est très riche. Alors, je vais redonner toujours un exemple que j'aime bien donner. On se rappelle, la résilience, c'est extraordinaire, on se rappelle un peu moins, mais du Covid. Le Covid, chaque terrien que nous sommes, on s'est retrouvé sur un grand bateau qui faisait 1 kilomètre autour de chez nous. On était un peu paumés, c'était compliqué de vivre et compagnie. Les marins, eux, ils vivent ça sur, c'est pas 1 kilomètre autour de chez eux, ils le vivent longtemps.
Et donc les expériences qu'on peut tirer de la mer et des analyses à la fois scientifiques, réunissant médecins, skippers, bio-ingénieurs et puis autres managers, on peut peut-être effectivement trouver des modèles qui sont applicables là. Là, ce qu'on dit sur les machines là, qui mesurent, on a des montres connectées, qu'est-ce que j'en fais? Et sans doute en poussant un peu plus sur le milieu isolé, même pour la médecine, hein, demain au FAWET, il n'y a plus de médecin généraliste, je suis tout seul, j'ai une montre connectée. Peut-être que est-ce que vos médecins généralistes auront accès aux données, permettront de mettre en alerte pour que vous alliez les voir avant que vous fassiez le problème médical, une semaine avant. Donc il y a tout cet environnement qui est intéressant. Et justement, l'expertise médicale liée au groupe hospitalier de Bretagne Sud sur un hub maritime pour pouvoir expérimenter. Les outils de Bérénice, on en a parlé un petit peu, la température de la montre, à un moment, il faut peut-être la corréler avec des vraies mesures de température. Et donc là, on peut faire des expérimentations à la fois médicales avec les outils ici. Donc oui, c'est un univers extraordinaire. Et la mer, alors nous, ça nous parle parce qu'on est là, on voit ça tous les jours, mais pour le grand public, pour les terriens un peu loin de la mer, ils ne se rendent pas compte toute la richesse qu'on peut exporter et récupérer. On a parlé des facteurs humains. En médecine, là, ça fait 4 ans, on ne parle plus que de ça. Les erreurs à l'hôpital, la mort à l'hôpital, parce qu'on se trompe, c'est lié à des facteurs humains. Donc oui, il y a du sens. Et recontextualiser ce qu'on a trouvé chez les marins sur l'environnement terrestre avec une adaptation, c'est riche et puis c'est porteur. Ça porte la mer. D'ailleurs, il y a des sponsors qui signent, donc ça veut dire que c'est porteur de quelque chose. Bérénice, tu veux compléter? J'aimerais juste dire que si on arrive à développer un outil que les skippers sont prêts à utiliser lors de leur course, je pense que n'importe qui dans le monde sera prêt à l'utiliser. Donc, oui, c'est un peu ce que j'aimerais dire. C'est que, donc ça, c'est une future app iPhone ou Android qui servira à être le plus performant possible dans nos vies, quoi. En fait, il faut que l'outil soit tellement intelligent qu'il soit stupide. Voilà. Très bien. Ça soit tellement de données, tellement complexe, mais il faut que ce que les skippers voient, c'est hyper simple. Et c'est la seule façon qu'on arrivera à les pousser à porter ce genre d'outils. Et du coup, ça serait applicable pour le militaire, pour les premiers secours, les travailleurs sur des plateformes pétrolières, etc. Donc voilà, c'est Très bien. Faire un outil tellement simple qu'il est stupide, c'est parfait. C'est la bonne conclusion. Merci beaucoup à tous les 4. Je pense qu'on peut vous applaudir. Un grand merci.